Merci d'être venu jusqu'à l'Assemblée. Je m'excuse pour ce retard, je vous l'explique rapidement parce qu'à mon avis c'est un retard qui est dû à des deux piliers des problèmes en Île-de-France avec le logement. Le deuxième c'est le transport. J'étais aux assises initiées par la région de France sur le transport et dans mon intervention j'ai bien pu dénoncer le caractère absolument insupportable de tout ce qu'on vit au quotidien. Je sors, je prends le métro, ligne 13 interrompue, ligne 14 en rade. Avec Diambou Traoré à côté de moi, on a initié cette réunion sur le gel des charges des loyers et les revendications des locataires. Donc, ce qui est important évidemment, c'est de vous entendre. On est plusieurs députés autour de la table qui sommes présents et qui prendront également la parole, qui interviennent très souvent dans différentes commissions sur la question du logement et qui ont aussi pour caractéristique aussi d'être députés de cités et de quartiers populaires qui connaissent le même type de logement, donc ils se présenteront pour les intervenants. Donc depuis plusieurs mois, et c'était la raison de cette réunion, on constate qu'il y a une explosion des charges locatives liées à la hausse du prix de l'énergie et des problèmes dans le renouvellement des contrats de fourniture d'énergie. Ça c'est la Fédération des offices publics qui le dit. Donc c'est un contexte, j'allais dire, un peu récurrent, mais qui évidemment est aggravé par l'inflation et qui met beaucoup de locataires dans une situation absolument insupportable pour arriver à combler la hausse des charges, qui parfois sont supérieures au coût du loyer. Donc avec évidemment des conséquences que chacun pourra comprendre et qui du coup fait que les loyers impayés, les problèmes de charges s'additionnent avec derrière ça tout ce qui peut s'enchaîner à un moment donné comme problématique pour un locataire, y compris jusqu'à éventuellement des risques d'expulsion et d'aggravation de leur situation. Donc c'est ce résultat que nous dénonçons aujourd'hui. Ces charges, elles comprennent évidemment l'électricité, le chauffage, le gaz. On sait qu'il y a eu des chèques énergie de la part du gouvernement pour les ménages à faible revenu, mais on sait aussi que c'est, j'utilisais un terme un peu plus trivial, tout le monde le comprendra, c'est peanuts par rapport à l'augmentation de ces charges. Donc c'est évident que ça ne peut pas remédier, c'est pas parce que vous avez à un moment donné 100 € sur une année que vous allez pouvoir évidemment régler les problèmes qui parfois sont supérieurs à cette même somme, tout simplement pour un mois et même souvent. En septembre 2022, la Seine-Saint-Denis Habitat alertait sur le système de logement collectif électrique et les parties communes. Sur les charges de parties communes, on passe de 10 à 60 €, c'est une hausse de 600 €. Sur les logements en système collectif électrique, on passe de 65 € de charge mensuelle pour un T3 à 400 €. On a aussi, bien évidemment, on peut le constater, nous ça fait longtemps qu'on demande le blocage des prix de l'énergie, mais qu'on demande aussi le fait que les prix réglementés soient étendus pour les logements sociaux. On l'a redit l'autre jour avec William qui était là lors d'une audition de plusieurs bailleurs et de plusieurs offices de logements sociaux, parce que si elles-mêmes dénoncent la situation en demandant notamment des prix plafonnés, nous ce qu'on pense en gros c'est que ce qui est au cœur du problème c'est la libéralisation du système énergétique, le fait qu'on ait abandonné les prix réglementés et on en paye tous aujourd'hui les conséquences, même si effectivement, de manière conjoncturelle, mais seulement conjoncturelle, la guerre en Ukraine, les différents éléments aggravent la chose. Mais le problème de l'augmentation de l'énergie et notamment du gaz est quelque chose qui n'est pas seulement lié à ce conflit, mais bien plus lié au fait que c'est devenu un marché comme un autre et que ça produit les effets qu'on connaît, donc il faut revenir là-dessus. Donc à l'initiative de Diambou Traoré qui est à côté de moi, avec qui on se connaît bien, puisqu'on est pratiquement sur la même circonscription, on est voisins. Moi, je suis sur le sud de Saint-Denis, je viens souvent l'aider au collectif franc-moisin, où elle fait un boulot admirable. On accueille donc cette table ronde afin d'échanger avec des collectifs de locataires, mais aussi des administrateurs sociaux, sur la situation critique au logement social et la revendication de locataires dans plusieurs départements, plus de la Seine-Saint-Denis, où je suis député. C'est pas pour reciter William, mais il vient de gagner une bataille de ce point de vue-là aussi importante, avec la trappe. Donc il faudra nous en parler. Voilà, je te passe tout de suite la parole, Dion, parce que j'étais suffisamment en retard pour ne pas aggraver la note. Bonsoir à tous. Je vous remercie déjà de votre présence. On est désolé du retard. Donc voilà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Diambou Traoré,
habitante du quartier Franc-Moisin et je fais partie du collectif Franc-Moisin et membre du conseil citoyen et récemment j'ai été nommée administratrice pour le DAL HLM. Donc j'ai fait cette table ronde aujourd'hui parce que j'habite toujours en HLM, toujours au quartier Franc-Moisin, et puis on se rend compte que dernièrement on a reçu nos décomptes de charges et les décomptes de charges pour l'année 2021 ont été une catastrophe. Je ne vais pas vous dire les montants, mais on a eu des montants astronomiques dus au coût de l'énergie et aussi au coût de l'eau. Donc on se rend compte qu'il y a des habitants qui se retrouvent avec des décomptes à payer qui vont de 200 à 4 000 euros, des factures d'eau astronomiques où on ne comprend pas le mètre cube d'eau que les locataires ont consommé. Et là aussi, on se rend compte aussi que dans quelques jours, le loyer va augmenter de 3,6. Et cette augmentation de loyer est un petit peu est difficile avec cette inflation-là. Les locataires ont énormément de mal à payer ça, sans compter les charges qu'ils payent déjà avec leur loyer. On se rend compte aussi que là, le loyer, c'est 3/4 du panier familial, hein, tout simplement. Donc, on arrive à étouffement. On a des locataires qui prennent des crédits à la consommation, pour payer leurs décomptes, leurs charges. On a des locataires qui sont étouffés par tout ceci. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces familles plus précaires, ces familles qui habitent toujours dans les quartiers populaires, ces familles qui ont du mal à s'en sortir, en sachant que les bailleurs sociaux ont une option, deux options on va dire, payer ou un plan d'épurement. Donc en gros, tu payes. C'est un peu compliqué la discussion avec eux, mais on verra dans quelques jours avec les réunions. Et juste pour citer aussi le rapport Ancols, qui a épinglé pas mal de bailleurs sociaux sur l'irrégularité au niveau des charges. Et ça aussi, ce serait bien un audit, bon après ça c'est une proposition, un audit privé pour pouvoir auditer tous ces bailleurs sociaux et regarder ce qui se passe clairement au niveau des charges locatives et des loyers. Donc un bailleur social a vocation d'aider les locataires, mais pas le mettre dans la précarité. Donc voilà, le débat peut commencer. Je vais laisser la parole à Pascal. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi je suis Pascal, j'habite au Franc-Moisin, je suis membre du collectif Franc-Moisin et aussi du conseil citoyen. Là je suis venu ce soir accompagner tout le monde parce que c'est une bagarre, c'est vraiment une bataille qui va être très dure. Les gens s'en sortent plus et puis voilà quoi. Donc il va falloir qu'on prenne vraiment les choses en main, qu'on soit soutenu, qu'on soit aidé pour pouvoir faire quelque chose pour aider ces locataires nous-mêmes et aller contre ces bailleurs sociaux qui n'arrêtent pas de nous empoisonner et qui nous tuent la vie. J'avais écrit un petit truc. Alors pour les locataires qui ont reçu des régularisations de charges, notamment sur l'eau, des facturations du carrément jusqu'à 4 000 euros. J'ai des exemples, par exemple un couple qui habite à Théun, de personnes âgées qui vivent les 3/4 du temps au bled, et ils se retrouvent avec 4 000 euros d'eau à payer. Alors là, il y a vraiment un dysfonctionnement quelque part. Les compteurs ne fonctionnent pas, ils se sont aperçus plusieurs fois, sur plusieurs compteurs que les compteurs ne fonctionnaient pas, donc il y a un problème. Et PSH n'a fait aucune vérification, il s'est contenté d'envoyer les décomptes de charges aux locataires. En plus de ça, là on revient sur la pauvreté parce que de toute façon, c'est prendre un plan d'appurement, il faut pouvoir le respecter, payer son loyer, il faut pouvoir le payer, le respecter. Son plan d'appurement, on fait quoi? Donc on ne mange plus avec l'inflation qui est en train de se passer. Et à la fin on finira comment? On finira sans toit parce qu'on ne pourra pas tout faire, on ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est soit payer son loyer, soit manger. Donc, et on ne vit plus. En gros c'est ça. Alors je vais vous laisser
chacun prendre la parole et de débattre sur le débat d'aujourd'hui, sur les charges et le loyer au niveau des HLM. Bonsoir, je suis Nelly Angèle, je suis élue administratrice représentant des locataires à Saint-Denis pour la CNL et je suis aussi présidente du conseil citoyen de mon quartier. Le problème dans le logement social, c'est qu'il finit par plus rien avoir de social, quoi. C'est-à-dire que nous, dans nos cités, on voit que les gens sont extrêmement précaires. On l'a vu lors de la crise du Covid, où de nombreuses personnes se sont retrouvées sans travail du jour au lendemain, parce que ce sont principalement des intérimaires, des gens qui travaillent dans la restauration, des gens qui travaillent dans le nettoyage, des gens qui travaillent dans le service. Donc ce sont vraiment des très bas salaires, quoi. Et en plus, on a plus de 30% de retraités dans nos cités. Nous, par exemple, à Saint-Denis, hein, c'est plus de 30% de retraités et 30% de familles monoparentales. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ces gens-là se retrouvent avec des loyers, dès que les enfants arrivent à être un petit peu grands, qui n'ont plus d'APL, avec des loyers de 800, 900, 1000, 1200 euros même dans certaines cités. Et ces loyers continuent à augmenter d'année en année sans qu'on puisse faire fléchir le bailleur qui n'en a rien à faire. On lui a dit qu'il avait quand même la possibilité de ne pas imposer l'augmentation maximale qui était accordée de 3,6%, mais ils sont engouffrés dedans en disant qu'ils avaient des difficultés, qu'il fallait tenir tout ça à l'équilibre. En ce qui concerne les charges, c'est pareil. D'ailleurs, les bailleurs ne maîtrisent pas leurs charges, en fait. Ils voient que les gens ont des compteurs qui fuient, des compteurs qui ont été installés en 2021. Les compteurs fuient, ils le savent, les gardiens font des signalements, mais on ne change pas les compteurs, on ne demande pas à l'installateur de compteurs de faire des vérifications, et on envoie aux gens des factures entre Noël et le jour de l'an pour leur dire « vous allez avoir une somme de 3 ou 4 000 euros à payer pour régulariser vos charges ». Donc c'est absolument insupportable, ça n'a plus son rôle social. Il faut absolument qu'on se mette en marche pour cesser ces augmentations de loyer et aussi travailler tous ensemble pour qu'on ait une régularisation des hausses de charges, de l'énergie. Les gens ne pourront plus chauffer, ne pourront plus faire à manger. C'est insupportable. Ils ont des frais absolument monstrueux. Voilà. Je m'appelle Nadine Mohamed. Je suis locataire du parc social Séquence. Donc j'étais 22 ans à Villiers-sur-Marne et j'ai déménagé à Paris, dans le 11e. Je me suis dit, bon, peut-être qu'à Paris les choses sont différentes, sauf que non. Donc pour rebondir sur ce qu'a dit Django et les autres intervenants, moi j'ai envie de vous dire à tous, allons sur le chemin du droit. Vous avez des moyens de contrôle sur ce qui vous est appliqué dans le cadre de votre bail social. Alors la première des choses, c'est qu'il y a des documents qui doivent être obligatoirement annexés à votre bail, et notamment, par exemple, les dossiers de diagnostic technique. Ces dossiers de diagnostic technique, vous avez ce qu'on appelle le DPE. Et déjà, ça vous donne une information si votre logement, par exemple, est isolé ou pas, parce que le DPE a une durée de vie, il me semble, de 10 ans. À partir de 2023, et mesdames les députés m'arrêteront si je dis des bêtises, ils doivent être conformes à des critères absolus depuis 2023. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, chez les bailleurs sociaux, ces documents, ils passent à la trappe. Ils sont cochés sur votre bail, mais ils ne vous sont pas fournis. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, pour rebondir sur le caractère de vétusté générale des logements, qui conduit forcément à des factures qui vont exploser. Si votre logement n'est pas isolé correctement, vous allez avoir tendance à chauffer à fond ou à acheter des chauffages d'appoint. Et ça, c'est pour votre pomme, parce que faut la brancher et donc c'est plus d'électricité de consommer. En ce qui concerne les dysfonctionnements des compteurs, des charges d'eau excessives, il faut chercher d'où vient le problème.
Donc si, pareil, les canalisations elles remontent à Mathusalem, forcément il y a des fuites qu'on ne voit peut-être pas nécessairement et qui sont impactées bien évidemment sur vos charges personnelles. Et ça, je vous parle d'expérience, c'est un vécu personnel. Donc il y a ça. Ensuite, quand on installe des compteurs en 2021, ben, il y a une garantie de parfait achèvement. Donc il ne doit pas y avoir de dysfonctionnement dans les 2 ans de la pose, voire même 10 ans si c'est une garantie décennale. Donc encore une fois, saisissez-vous du droit. Parce que le droit, il est avec vous, de ce côté-là. On ne reviendra pas sur les conditions de logement qui ne vont pas respecter les critères de décence. Voilà, il y a le cas d'une occupante qui s'est fracturé littéralement le crâne sur une arête et qui s'est fait un traumatisme crânien sévère. Voilà, ça c'est un logement qui ne respecte pas les critères de décence, par exemple. L'autre chose, c'est les situations de vulnérabilité. Parce que on a beaucoup de femmes isolées, par exemple, qui habitent les logements sociaux, de personnes âgées, de gens en grande précarité. Et on a un bailleur social, les bailleurs sociaux très souvent, qui accablent ces familles. Et ça doit cesser aussi. Et donc, pareil, la dernière chose que je vous dirais, parce que pareil, c'est une bataille, mais j'ai fini par l'obtenir, c'est de demander les conventions APL qui lie le bailleur au service de l'État. Parce que cette convention APL, eh bien, par exemple, elle vous donne une indication sur le prix du loyer qui vous est appliqué. Et à titre d'exemple, eh bien, on a un bailleur qui applique un prix au mètre carré de 87 € de surface corrigée, donc c'est un prix au mètre carré annuel, alors que dans la convention, on est à 49 et des poussières. Donc revaloriser, parce qu'elle date de 2009, revaloriser à 2022, on ne peut pas atteindre 87,30 € au mètre carré pour un logement social en PLUS du moins. Donc voilà, c'est vraiment juste ce que j'ai envie de vous dire. Vous avez énormément de moyens de vérifier ce qui vous est appliqué. Et encore une fois, dès lors qu'il y a de la vétusté dans les logements, la loi impose aux bailleurs de le remettre en état. C'est la remise en état de la chose. Et c'est inscrit à l'article 1755 du Code civil. Donc, si vous voulez, on a une durée de vie. Nos baskets, elles ont une durée de vie. La semelle, elle ne tient pas éternellement. Et ben, un logement, c'est pareil. Il y a des choses qui arrivent, qui s'usent avec le temps. Et donc, ça revient à la charge du bailleur. Et très souvent, le bailleur va vous dire c'est des embellissements, c'est à votre charge. Sauf que c'est faux. Donc, vraiment, à un moment, je pense qu'il faut arrêter de parler avec ces gens-là et il faut partir du côté du juge pour qu'il tranche ces litiges. Et plus vous serez nombreux, et plus on sera nombreux, et plus notre action aura de la portée. Alors si en plus on a l'appui de ces formidables députés, dont il me semble que Mathilde Panot avait adressé un courrier à Séquence l'année dernière, et je ne sais pas où elle relatait justement ces augmentations de prix exponentielles et de charges exponentielles. Je ne sais même pas si ils ont daigné lui répondre. Mais voilà, c'est des choses ils sont au courant de tout ça, mais ils veulent pas le faire le nécessaire. Sauf que nous, on en souffre profondément. Et il faut que ça change, on ne peut pas rester les bras ballants comme ça. Non, je pense qu'à un moment, il faut rentrer dans l'art de ces personnes qui veulent les avantages du logement social sans les inconvénients. Et n'oubliez pas que être locataire d'un logement social, c'est pas avoir habitation à loyer modéré, c'est pas avoir des droits modérés. C'est pas ça. Voilà, donc pardon pour cette intervention décousue et merci. Moi c'est Jean-Marc Bourquin, je suis administrateur d'AL à Pleine Commune Habitat. Et je crois que si on fait un peu la tournée de tous les bailleurs, on va avoir plein de choses qui vont se dire sur les ascenseurs, l'eau, etc. Et il y a beaucoup de choses qui effectivement pourraient être mises en avant et discutées entre nous. Maintenant, je pense que si on est là, c'est parce qu'on a une situation qui est quand même un peu extraordinaire par rapport à l'habitude de ce qu'on connaît. Je pense que c'est la question des hausses des charges de l'énergie qui provoque un choc au-delà, surtout l'ensemble des bailleurs.
Et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de trouver entre nous les moyens de résister à ces situations, qu'on fait appel aux députés pour que cette question soit discutée. Mais c'est une question qui dépasse, disons, le quotidien de nos problèmes au niveau de chaque bailleur. Sur Plaine Commune Habitat, donc il y a 3 hausses qu'on se prend là. Une, c'est 3,6% de loyer. Ça intègre l'énergie, les 3,6%, parce que c'est l'indice, etc., dans lequel le gaz revient, etc. Et donc le bailleur nous dit on ne peut pas faire autrement, n'empêche qu'on est au maximum de ce qui est possible, et 3,6%, c'est 15 € pour un loyer de 500 €, quoi. C'est quelque chose, on n'a jamais vu ça, et quand on fait le point entre les divers bailleurs, ce chiffre-là, on le retrouve dans plein d'endroits. Deuxième hausse, c'est la charge les charges de la régule de 2021, qui a été retardée à cause de l'énergie. Pour rappel, le coût de l'énergie il a explosé septembre, octobre, novembre, décembre. Du coup, sur la régule 2021, c'est la pleine explosion. On nous a promis un bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire que le bailleur nous a présenté, il ne prend en compte à peine 15% de la hausse. La hausse de l'énergie qui nous est arrivée est prise en charge par le bouclier tarifaire de 15%. Ça veut dire que 85% de la hausse est au compte des locataires. C'est énorme. Donc on ne peut pas parler de bouclier tarifaire. Là, c'est juste un truc formel. Mais sur le fond, c'est les locataires qui se le prennent de plein fouet. D'ailleurs, ça s'est traduit. Notre bailleur à nous, qui est PCH, qui est très social, qui est très à l'écoute des locataires, etc. Il a dit oh là là, il y a une vague qui arrive. Eh ben, je vais anticiper sur la vague. Et donc, à partir de janvier 2021, il a augmenté les provisions de charge. Et du coup, eh ben, la vague, on se l'est prise à partir de janvier. Alors c'est sûr qu'on n'a pas pris d'un front, mais enfin tous les mois depuis janvier, la hausse des provisions, ça va de 50 à 200 ou 300 €, avec des locataires qui sont pris des chiffres astronomiques. Et ça, tous les mois. Voilà. Et on arrive en fin d'année, le bailleur nous amène la régule 2021, et il nous dit que sur les 19 401 locataires, eh bien, il y a 7 800 qui vont devoir payer en plus sur leur régule parce que la provision qu'ils ont faite est insuffisante. Voilà, c'est ça la réalité. Et il y a la 3e hausse, eh bien, c'est celle qui va nous arriver en 2023, c'est-à-dire les provisions de charge pour l'année 2022, parce que le gaz... janvier, février, mars, etc., il n'a pas baissé. Il a baissé plutôt en fin de séquence. Mais il y a une énorme bosse. Le gouvernement a annoncé qu'il prenait, je crois, 15%. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ça concrètement. Mais à tous les coups, les provisions de charges qu'on va avoir en 2023, elles vont tomber sur les quittances de janvier 2023. Et là, c'est le 3e choc. Et le bailleur... il est tellement peu sûr de lui qu'il ne nous l'a pas encore annoncé. On est à 15 jours de recevoir la quittance, on n'a pas les provisions. On leur a imposé une réunion qui a lieu demain matin où ils doivent nous dire leurs chiffres. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils en sont à mettre en place, et quelque part c'est une forme d'acquis de la mobilisation des locataires, ils en sont à mettre en place un budget spécial de 300 000 € pour aider le locataire qui aura un dépassement. Voilà, déjà, pour lâcher. Et il dit, tiens, peut-être qu'on va supprimer la récup des charges de nettoyage qui est récupérée par les locataires, et on va le mettre sur le régime général. Et ça, il nous annonce pour 1,5 million de transferts, donc les locataires n'auraient plus à payer en termes de charges récupérables. Évidemment, ça va conforter le loyer, parce que ce qui n'est pas payé ici sera payé ailleurs, etc. Voilà où on en est. Donc on est sûr, c'est clair qu'il y a une cascade de hausses qui viennent taper les locataires, et je pense que c'est une question qui touche tous les bailleurs, peu ou prou.
il y a eu une mobilisation à Aubervilliers. La question, elle est posée sur les divers bailleurs de la Seine-Saint-Denis, pour ceux que je connais. Je pense qu'il faut que les collectifs de locataires, des associations de locataires, etc., se mobilisent parce que, je veux dire, on ne peut pas accepter cette situation qui ne va se traduire que par la précarisation, la paupérisation d'une grande partie des locataires. Voilà, j'ai préparé un petit doc, c'était pour la gouverne de nos députés, donc un peu synthétique, si vous pouvez faire passer. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Majid, je viens de Seine-Saint-Denis, d'un quartier qui s'appelle Gagarine à Romainville, et je suis venu à l'invitation de Jean Mou. Moi, ce que ça m'inspire, tout ce que j'entends, c'est surtout le mépris avec lequel les bailleurs peuvent répondre et s'adresser aux locataires qui payent des loyers tous les mois en 10 sur 1. À Romainville, dans le quartier Gagarine, où j'habite, on est sous le coup d'un projet de rénovation urbaine. D'ailleurs, nos chers députés ont peut-être entendu parler. Romainville, Gagarine, ça ne dit rien à personne. Voilà, merci. Voilà, parce qu'on a un peu bougé, et je voulais juste vous informer tous un peu de la situation dans laquelle on est et ce qu'on a traversé. Jusqu'en 2020, on a vu une municipalité qui était dirigée par Corinne Valls, une horreur, qui a vendu la ville à divers promoteurs. Et donc un programme a été décidé pour le quartier dans lequel j'habite. 700 et quelques logements, 12 bâtiments, un quartier dont les bâtiments ne présentent aucun signe de vétusté, rien du tout, du vrai HLM solide. Et en 2020, une nouvelle équipe est arrivée, donc dirigée par François Dechy. Alors pendant les élections, évidemment, toutes les promesses, on va tout remettre à plat, vous inquiétez pas, la rénovation urbaine, c'est pas possible que ça se passe comme ça, voilà, et puis j'en passe et des meilleurs. Et puis une fois que ça s'est assis en mairie, c'était plus tout à fait le même discours. Là, à la même question, on avait 3-4 réponses différentes. Et on a demandé au maire à un moment donné, parce que moi je suis dans un bâtiment de 4 étages, qui est le plus propre et le mieux de la cité, tous les locataires du quartier s'accordent à le dire. Seulement le problème de ce bâtiment, c'est qu'il a vue sur le parc départemental. Et que dans le projet en rue, il est prévu de construire 3 bâtiments à la place que du privé. Donc, évidemment, moi ce que je me pose comme... ce qu'on se pose d'ailleurs les locataires comme question, parce que oui, il y a aussi un truc que j'ai oublié de vous dire, comme on dit, la cerise sur le gâteau. On s'est rendu compte en lisant un compte-rendu d'un conseil municipal, alors je ne l'invente pas, c'est noté dans un compte-rendu officiel édité par la mairie du conseil municipal, on s'est rendu compte que le conseil municipal de la municipalité sortante, en octobre 2020, avait voté la déclassification d'une parcelle, donc d'une partie dans le quartier, à l'unanimité. Donc, majorité municipale composée d'élus communistes, socialistes, non pas socialistes, communistes, France Insoumise, écolo. Les socialistes qui étaient issus de la municipalité précédente, évidemment, ont voté. La droite, tout le monde, à l'unanimité, ils ont voté la déclassification d'une parcelle et ça vante, tenez-vous bien, 650 € du mètre carré. Même dans la Creuse, je pense que ça ne vaut pas ça. Ça vaut plus cher. 650 € du mètre carré. Et je vous passe la douzaine d'arbres rasés. Ça s'appelle un cadeau. Et quand on a demandé au maire de nous expliquer, et on a même rédigé un appel qu'on a diffusé et fait signer par des militants, par des locataires, notamment il y a même les architectes Lacaton et Vassal qui l'ont signé, qui ont été les architectes primés en 2021 au prix Pritzker, qui est comme un peu le prix Nobel de l'architecture. Et ça, c'est des architectes qui vous expliquent que les démolitions comme ça de HLM, d'une part, c'est pas écologique, économiquement, c'est un gouffre, et que ça coûterait beaucoup moins cher de réhabiliter pour de vrai. Seulement, la vraie raison de tout ça, ouvrons les yeux, la vraie raison de tout ça, c'est quoi? C'est poursuivre les attaques contre le logement social en vue de sa destruction, parce qu'on n'en veut plus du logement social.
premièrement. Deuxième chose à qui ça profite, c'est que ça permet, en Seine-Saint-Denis notamment, de créer des parcelles constructibles. On rase des immeubles, on les cède à des promoteurs qui viennent faire leurs affaires. Voilà. Et moi, où je vous interpelle, messieurs et mesdames les députés, c'est que je pense que vous devriez aller voir vos camarades sur place, parce que c'est pas possible. C'est absolument impossible. Un tel degré de capitulation, c'est pas possible. Moi, j'en suis retourné. Franchement, quand j'apprends que des élus France Insoumise et continuent à assumer d'avoir voté, d'avoir fait ce vote en octobre 2020, mais c'est pas possible. Quand je vois que la députée qui a été élue, Aurélie Trouvé, pareil, pendant les élections, c'était plein de grands mots, machin, une fois élue, même à son meeting électoral, pas un mot sur ce qui se passe dans le quartier, il y a des bâtiments qui doivent être rasés, des gens pour qui c'est un drame. On a des gens, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont dans leurs appartements. C'est un drame. Moi j'ai perdu une voisine. Alors je dis peut-être que valait mieux qu'elle parte. Elle avait 82 ans, elle avait quasiment perdu la vue. Rien que l'éventualité de penser qu'elle pouvait se retrouver dans un autre appartement, parce qu'elle ne voit plus, elle ne voyait plus. Et je pense que même le fait qu'elle soit partie, c'est peut-être même lié à ça. C'est qu'elle s'est dit, il est temps. Parce que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans un autre appart. Et c'était un drame pour elle. C'est quelqu'un qui se déplaçait dans son appartement en se guidant avec ses mains. Donc il a fallu voir comment était l'appartement avant pour s'y retrouver. Et je vous en passe des meilleurs. Et ça c'est inacceptable. Pour des gens qui se prétendent de gauche, c'est inacceptable. On doit défendre le logement social, on doit défendre les locataires. Et pas leur chier dessus, passez-moi l'expression. Parce que c'est ce qui se passe à mon avis. Le maire, en mentant, nous chie dessus. Les élus nous chient dessus. Ça s'appelle du mépris. Et donc, ce que fait les bailleurs... Moi, quand j'entends que vous discutez avec les bailleurs, je veux bien. Prenez-les par... Voilà. Prenez-les par le mot que je ne veux pas prononcer. Mettez-les... comment? Le logement social, ils l'ont payé avec leur argent, c'est notre pognon. Il leur appartient, le logement. Ils nous appartiennent à nous. Et ils gèrent ça comme si ça leur appartenait. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans les politiques de relogement, pareil, ils sont méprisants. Ouais, vous avez le droit à trois propositions. Une fois que les 3 propositions, elles sont refusées, on fait ce qu'on veut. Bon, ça marche avec certains. Avec moi, ça ne marchera pas. Même si je dois m'accrocher, je ne sortirai pas. Voilà. 3, 10, 15 propositions. Qu'on me fasse des propositions qui me satisfassent. Je suis bien logé. Je suis dans un bel appartement. Je ne veux pas moins bien. Et on est tous comme ça. Et donc, bon, ce cas, je vais arrêter là parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais je pense que ce cas de l'ANRU, qu'on retrouve dans tous les quartiers de France, moi j'ai rencontré des gens de tous les quartiers de France, Toulouse, alors la région parisienne, j'en parle même pas, là c'est une catastrophe. Le rapport que les bailleurs ont vis-à-vis des locataires aujourd'hui, ce n'est que du mépris. Rien d'autre. Voilà. Et moi, quand je peux vous dire que quand je vais à Seine-Saint-Denis Habitat, bon, moi je suis quelqu'un qui ne me laisse pas faire, mais je vois comment ils parlent aux gens. C'est inadmissible. Inadmissible. Des espèces de bureaucrates qui viennent vous faire des leçons de vie. Voilà, je suis désolé, je suis un peu véhément, c'est ma manière de parler. Et je vous remercie pour l'écoute. Même Franc-Moisin, on est dans un projet en rue. Bon, tout le monde sait ce que je pense des projets en rue. C'est un peu difficile, surtout pour les familles qui sont là depuis X années. Moi, je suis plus réhabilitation. Voilà, parce que c'est des bâtiments qui sont avec une très grande superficie, qui tiennent bien. Une bonne réhabilitation, ce serait pas mal. Juste un élément aussi que je voulais rajouter en lien avec ce que tu viens de dire, si je peux me permettre. Jamais dans ce quartier, on a vu le quartier aussi délabré. Dégueulasse. Délabré, pourri. Jamais de la vie. C'est une cité qui a presque 60 ans. Jamais de la vie. Depuis quelques années, on a l'impression qu'il laisse pourrir. Il laisse pourrir, c'est dégueulasse. Bon, on a des problèmes de trafic de stupéfiants comme partout. Ok. Désolé. Ça, à un moment donné, un four, ça saute. C'est un travail de police. Il y a une brigade de stupéfiants. Je sais pas, moi. Faut pas traiter la drogue comme si c'était une fatalité. La drogue, il y a des moyens de la combattre. En tout cas, le trafic, il y a des moyens de le combattre. Même si c'est un problème qu'on va retrouver dans toutes les régions de France. Mais je veux dire, c'est ça. C'est cette attitude de mépris, de tout laisser pourrir, de laisser les gens dans la merde, la plus totale. Je ne sais pas si on m'entend. Ça va, oui, on m'entend. J'habite à Lissani, en HLM, dans une cité depuis des années.
Et on a changé 2 fois, on a changé de bailleur et depuis, je sais pas comment expliquer, mais pensez-vous que moi, qu'est-ce que je pense, pardon, qu'est-ce que je pense des bailleurs? Tu rapproches le micro, tu peux le tirer un peu, ouais. Ah oui, excusez. Moi, qu'est-ce que je pense des bailleurs? Moi, je dis tout le temps que les bailleurs, c'est des voleurs. Les bailleurs, c'est des banquiers. Ils cherchent que l'argent, c'est l'argent, 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 les loyers, payer, payer, payer. En fait, il n'y a rien d'autre que ça. Je pense qu'ils ont même oublié leur fonction d'être bailleurs. Je pense qu'ils sont devenus des banquiers. Ensuite, on ne parle pas assez de tout ce qui se passe dans les cités. On vit avec des rats, des cafards, des punaises de lit. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Des poubelles, etc. etc. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne pense pas que c'est aussi à cause de la hausse de l'énergie, tout ce qui nous arrive. On ne va pas mettre sur le dos de la hausse de l'énergie parce que ça fait des années qu'on est c'est de la maltraitance, c'est même poussé au suicide collectif de sortir de chez nous. En laissant tout ce qui se passe dégradé, on ne voit pas venir le jour, on ne voit pas la réhabilitation, on ne voit pas du changement. Nos toilettes, ils datent de je ne sais pas combien d'années, le chauffe-eau. Alors heureusement qu'on a changé il n'y a pas très longtemps le chauffe-eau, mais sinon on n'a pas d'eau chaude, on se lave avec des grosses marmites. On est encore à l'époque de je ne sais pas quelle année là. Bon bref, en fait moi je pense que, comment dire, le gouvernement aussi ne nous aide pas et les bailleurs sont devenus aussi un petit peu, on va dire, ils sont fautifs. Et on dirait qu'ils se réjouissent, pas réjouissent, mais ils sont contents de ce qui nous arrive. Moi, je pense que bientôt, on va sortir des quartiers, on va déménager, on nous pousse dans les favelas. On dirait qu'on va laisser place à une nouvelle population qui arrive. Moi, c'est ce que je ressens depuis quelques années. Les inégalités, elles sont déjà creusées, ça fait des années, on le sait. La pauvreté, ça y est, on l'a senti, on est pauvre, il faut dire les choses, ça y est, on est devenu pauvre. Et là, on va être à la rue, on va être comme tout le monde. Et c'est ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous pousse. Et après, il va falloir dire que les bailleurs... moi, j'aimerais porter plainte contre les bailleurs, oui. Parce que nous laisser sans ascenseur pendant 6 mois, et nous laisser... je ne sais pas comment expliquer, j'arrive pas trop à parler, parce que c'est un petit peu... Mais même l'ANRU, avec la cité Pagel, ils ne sont pas encore relogés. Mais c'est fait exprès, tout ça. Alors, Pagel, je ne sais pas si vous connaissez Lissani, il y a 3 bâtiments, ça doit être détruit, c'est l'ANRU. À côté, on construit l'écoquartier, on construit du tout neuf. Ça nous pousse à faire. Ça nous donne quoi ça? Ça veut dire, voilà, et à côté, c'est tout neuf, c'est tout beau, et nous, on est dans la merde avec des trous et des rats et des souris, et il n'y a pas d'ascenseur, il y a 15 étages à monter. Non, mais attendez, là, il y a un truc qui ne va pas, là. Moi, qu'est-ce que je regrette, c'est pourquoi ils ont construit. Avant, ils auraient pu reloger ceux de la cité Pagel avant de construire. Là, ça nous fait des envieux. On jalouse même. Limite, on aimerait bien habiter à l'écoquartier. Moi, j'aimerais bien habiter à l'écoquartier. Bon, c'est trop cher. J'ai pas les moyens. Alors, entre parenthèses, moi, je dois 2 loyers là. C'était où je mange, où je paye mon loyer. Là, je sais pas comment faire là, mais je vous fais comprendre que voilà, c'est la situation. Elle est là, on est limite, j'ai de la chance que j'ai un fils qui m'aide, mais c'est limite, je vais sortir avec ma fille dans la rue, je vais habiter sous les ponts, quoi. Et c'est ce qui va arriver, hein. C'est ce qui va arriver, ça c'est sûr pour moi. La Seine-Saint-Denis, franchement, moi j'habite en Seine-Saint-Denis depuis ma naissance, j'ai 54 ans, je suis né à Saint-Denis, mais franchement, on est vraiment à l'abandon. Là, on est même les invisibles, ok, il y a eu l'époque des gilets jaunes, comme je vous avais dit il y a une année. Nous, notre gilet, il est invisible, ça fait longtemps, il est transparent. On le porte, ça fait des années. On est dans les oubliettes, mais totales. C'est-à-dire, on est limite, bientôt, j'ai même pas d'identité. Je m'appelle même plus El Madri Alema, j'habite pas à Lissani, je suis rien du tout. Je me retrouve comme une petite fourmi. Peut-être la fourmi, elle a plus de valeur que moi. Et c'est ça qu'on ressent quotidiennement. Quand on voit les factures, quand on voit ça, on vit avec des portes en carton, tu mets un coup, la porte, elle s'ouvre. Il faut arrêter, la sécurité elle n'est plus là, l'hygiène c'est fini. Les rats ils montent jusqu'à chez les locataires. Non mais attendez, on va où là? Mais des fois je me dis, je rêve ou c'est un cauchemar, on va se réveiller, mais je ne suis pas la seule, hein, je défends, Monsieur Coquerel, vous savez comment, je défends tous les causes perdues et tous les locataires, il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Là on arrive à un suicide collectif, on va quitter nos logements et on va vivre dans la rue comme tout le monde. Et c'est ce qu'ils veulent.
Même les bailleurs, c'est ce qu'ils veulent. Il faut arrêter les bailleurs. Moi, je dis c'est des voleurs, point barre. J'ai habité Franc-Moisin de 71 jusqu'à maintenant. Ils vont détruire mon escalier pour pouvoir faire passer une rue. Ça faisait, j'avais 25 ans quand j'ai habité, j'ai 77 ans. Donc, dans mon cœur, j'ai été détruite. Hein, mes enfants sont nés là-bas, mes petits-enfants sont nés là. Et pour faire passer une rue, ils vont mettre 4 escaliers, ils vont casser pour faire passer une rue. Il y a 450 personnes à loger, il n'y a déjà pas de logement. Là, moi, j'ai été mal quand on m'a relogé. Bon, j'ai été relogée, merci mon Dieu, j'ai été relogée dans du neuf. Je suis bien où je suis. Mais pendant 2-3 mois, j'ai eu du mal parce que je suis plus jeune maintenant. Et je suis présidente de la maison des associations de mon quartier. Bon, ce qu'on dit, je vais revenir, c'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer. Moi, j'ai une association où je fais un don alimentaire tous les samedis. Je suis à 34 familles qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et je refuse de donner à manger aux gens. Je ne peux pas. Ce que je prends cette semaine, je ne peux pas prendre la semaine prochaine. J'essaie de manger. C'est des familles qui ont 5-6 gosses. Est-ce que quand ils vont se présenter, je dis cette semaine, je ne peux pas vous prendre. Donc, je fais partie de la maison des associations des Francs-Moisins, ça fait des années. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Hein. Je vous dis, les gens qui ne peuvent plus payer leur loyer, ils viennent me voir. Donc, j'ai 3 camions où on récupère des denrées alimentaires dans Paris. Je travaille avec JNI de France, une association qui veut s'installer au Francs-Moisins. Mais moi, ça me fait beaucoup de peine de refuser des familles. J'ai 40 familles tous les samedis. J'ai quand même 77 ans et j'essaie d'assurer. J'assume avec amour et j'essaie le moins possible de refuser des familles. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que si le coût de l'énergie continue à augmenter, eh ben, tu vas passer à plus de 70 familles. Je ne peux pas. Même un peu plus de centaines de familles, parce que le coût de l'énergie va augmenter. L'eau aussi, les tarifs de l'eau augmentent. Donc on ne pourra plus payer, ne serait-ce que le loyer, nos charges. Et puis à un moment donné, les chèques d'énergie ne suffiront plus pour combler le trou. Et le bouclier tarifaire qui est vraiment des miettes, ça ne suffira pas. Fatima, je te laisse la parole. Alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on est également confronté à un projet en rue, avec toute la violence que supposent les projets en rue, la démolition de bâtiments qui ont été très récemment réhabilités, parce que beaucoup d'entre vous avaient dit, notamment que vous étiez pour la réhabilitation. Nous sommes également pour la réhabilitation, sauf que derrière, chez nous, on réhabilite et on démolit des bâtiments réhabilités. Donc ça, c'est quand je dis on réhabilite, le dernier bâtiment à avoir été réhabilité, il a été livré en février 2021, donc il y a à peine 1 an. Dans ces réhabilitations, ce qu'il faut se dire, enfin moi j'ai comparé un petit peu ce qu'était le loyer de mes parents lorsqu'ils sont arrivés dans le logement où ils sont aujourd'hui et ce qu'il est aujourd'hui. Leur loyer était équivalent à peu près 400 €, parce qu'ils étaient à l'époque, ils sont arrivés en 86 avant l'euro, donc c'était équivalent à 400 €. Aujourd'hui, leur loyer est équivalent à 550 €, mais avec une facture totale de 900 €. Donc on a un montant de charge qui représente plus de 40% du loyer de ce qu'ils payent à la fin. Mes parents sont retraités. Ces charges, dans l'absolu, les locataires ne sont pas contre payer des charges dans la mesure où les quartiers sont entretenus. Et ça a été dit tout à l'heure, le quartier n'a jamais été dans un pire état que ce qu'il est aujourd'hui. En partant du principe quand même qu'il y a eu des projets de réhabilitation. Donc il y a des projets de réhabilitation et les quartiers se dégradent. Donc ça, il y a une contradiction complètement hallucinante. Par ailleurs, il y a un phénomène de libéralisation du social, parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit le bailleur sociaux, mais les bailleurs sociaux sont de moins en moins sociaux. Il y a des phénomènes de fusion autour des bailleurs, donc avec des bailleurs qui atteignent des tailles assez hallucinantes et qui de fait s'éloignent des locataires. Donc avant, moi j'ai toujours connu l'ancien bailleur qui était localisé dans le quartier. Donc on avait un logement dans lequel on avait un gardien, on pouvait avoir accès assez facilement au bailleur. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Si vous voulez contacter votre bailleur, il faut faire appel à une plateforme qui se trouve on ne sait où
l'étranger et vous n'avez jamais de solution. On vous dit que votre problème est pris en charge et ça n'est jamais le cas. Donc, moi, ce que je voulais noter, c'est vraiment le paradoxe de l'investissement qui est soi-disant mis en place autour du logement social et du non-résultat et du mépris que l'on continue à opposer aux locataires, tant que ce soit autour des questions de réhabilitation, d'entretien ou de non-entretien de ces quartiers, et également de ces projets en vue qui viennent déstructurer et casser la cohérence sociale qu'il peut y avoir dans les quartiers. Donc il y a ce phénomène de libéralisation, l'éloignement des bailleurs, les réhabilitations qui sont faites à moindre coût, mais qui sont payées au prix fort par les locataires. Donc là, quand je vous dis qu'il y a une augmentation, il y a plus du doublement, le loyer a plus que doublé, mais avec des logements qui sont réhabilités de façon par des sous-traitants, un travail qui est ni fait ni à faire, et toujours à moindre coût, parce que l'essentiel de ce qui va augmenter les charges des locataires n'est pas réhabilité. Exemple, les canalisations. Les canalisations chez nous, elles datent de l'époque de la construction. Donc forcément, ça génère des fuites. Enfin, il y a des fuites un peu partout dans le quartier qui ne sont jamais identifiées tout de suite et qui vont être du coup répercutées aux locataires parce qu'on ne sait pas identifier, en tout cas de façon immédiate, les endroits où il y a des fuites. Donc le manque d'entretien du logement social, des canalisations, et évidemment ces situations de vulnérabilité desquelles les bailleurs s'éloignent. On ne veut pas les gérer, ces situations de vulnérabilité. On a laissé une partie, donc avec ce phénomène de libéralisation, une partie du logement social est délaissée au privé pour laisser la partie qui va concerner les familles les plus vulnérables aux acteurs publics. Donc, c'est-à-dire que l'investissement des acteurs publics, il est censé être auprès des personnes vulnérables, et on va laisser une grosse partie du logement social, en tout cas du foncier, on va le délaisser de plus en plus au privé pour la construction on l'a dit tout à l'heure, de logements dans le privé, de logements de niveau un peu plus élevé, en tout cas moins accessible pour les personnes vulnérables. Et les personnes vulnérables, on les laisse un petit peu avec leur problème. Parmi les derniers sujets que je voulais aborder, et vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le sujet de l'eau, de la gestion de l'eau. De la même façon qu'on est en train de libéraliser le logement social, on libéralise également la gestion de l'eau. Et ça, c'est un énorme problème parce qu'il va y avoir des répercussions dramatiques sur les locataires. J'ai regardé la régularisation de mes parents sur la dernière régularisation. Le prix de l'eau chaude au mètre cube, alors pour vous donner un ordre d'idée, sur l'eau froide on est à 4,05 €, sur le prix de l'eau chaude on est à 11 €. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, je vous donne le prix exact. C'est ça. 11,24 € le mètre cube. 11,24 € le mètre cube. Donc comment est-ce qu'on peut s'étonner d'avoir une augmentation, une explosion des charges avec l'explosion du prix des consommables par les locataires et des décisions qui sont complètement iniques, qui sont prises par les bailleurs pour la gestion notamment de l'eau et de tout l'entretien du logement social, du parc social. Voilà, je vous remercie, puis je vais passer la parole à Léo, du coup, qui m'accompagne et qui a peut-être quelques points à apporter sur justement cette question de l'eau. Bon, vraiment pour être très rapide, donc le DAL 78 m'a convié, donc merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. Pour parler de la question de l'eau, donc je fais partie d'un collectif qui traite cette question sur Versailles 50 ans en Yvelines. Nous on surveille notamment les augmentations du prix de l'eau. Bon, ça n'a pas attendu l'inflation pour augmenter, c'est-à-dire qu'à Versailles 50 ans en Yvelines, on en est encore à renouveler des canalisations qui datent des années 1920. Donc on a pris un petit peu de retard, et si on voulait passer à la vitesse supérieure, il y aurait des répercussions absolument automatiques sur les tarifs payés par les usagers. La raison elle est assez simple, elle a été tout à fait identifiée par la commission parlementaire, je pense que c'était Mathilde Panot, c'est ça, en 2021-2022. Dans le cadre d'une délégation de service public, le public se déleste de cette compétence et c'est le privé, pour ne pas dire Veolia, qui gère ça.
Et évidemment que l'impératif de renouvellement des canalisations, de tous les travaux qu'il faut faire, seront subordonnés à la nécessité de dégager des profits à rapatrier à la maison mère. Donc ça, c'est une tendance longue, c'est pour ça que nous, on prône plutôt le passage à une régie publique, parce qu'à niveau de service égal, une régie publique est toujours moins chère, on peut tout à fait le documenter. Là, récemment, il y a des augmentations du prix de l'eau qui sont liées en fait aux augmentations du coût de l'énergie notamment, c'est-à-dire que les stations d'épuration, ça nécessite des pompes, ça nécessite du chauffage, et donc ça a des répercussions, donc beaucoup d'énergie, ça a des répercussions sur le tarif. Station d'épuration, c'est aussi du chlore, c'est aussi de la chaux, et donc le prix a augmenté. Donc, il y a une tendance récente qui va se répercuter obligatoirement sur les usagers. Maintenant, la question qu'on peut se poser entre nous, c'est quelle marge de manœuvre on a, parce que finalement, si le public se délaisse de cette compétence, eh ben, le résultat, c'est qu'elle a très peu de prise là-dessus et qu'il est très difficile, enfin la plupart des élus qui ne connaissent pas grand-chose à ces questions-là, hormis des élus assez volontaires, type Gabriel Amar, voilà, globalement, la question de l'eau, elle est assez mal connue, d'autant plus que l'ingénierie publique en matière d'eau a tendance à baisser, c'est-à-dire que nous, dans les Yvelines, notamment depuis la loi NOTRe, hein, on a perdu la cellule, enfin on a perdu le CATER, c'est la cellule d'animation technique pour l'eau et les rivières, donc on n'a plus du tout d'ingénierie publique, et ça c'est très difficile, notamment parce que, puisqu'on a vu qu'il y avait un problème avec l'assainissement, mais il faut commencer à s'interroger sur les manières de développer d'autres techniques que l'assainissement. Pourquoi pas gérer les eaux de pluie directement à la percée, permettre qu'elles s'infiltrent dans le sol plutôt dans des canalisations qui nous coûtent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Sauf qu'on n'a plus beaucoup d'ingénierie publique pour faire face à ça, et les élus, globalement, ils ne connaissent pas grand-chose à ces notions, donc on se retrouve en tant que collectif citoyen relativement isolé, notamment à Versailles 50 ans d'Yvelines, où le président d'agglomération, M. Fourbous, n'est clairement pas en faveur d'un retour à la régie publique. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis au DAL, droit au logement, et sinon je suis locataire à Saint-Denis d'un bailleur social privé dont le siège est très loin de chez moi et pour lesquels je peux appeler un numéro 09 quand j'ai un problème et un jour des fois j'ai quelqu'un. Voilà, et donc ça participe de la comme ça a été dit tout à l'heure, ça participe de la casse complète du logement social qui est mis en place depuis de nombreuses années malheureusement maintenant, qui passe par l'ANRU qui reste en plus de détruire directement des logements, qui reste un outil d'épuration sociale pour nous, très clairement. Ça passe aussi par une série de lois et de réformes. Je pense par exemple à la RLS de 2017, 2016, 2018. Voilà, enfin la RLS qui a quand même assez sévèrement baissé les budgets des bailleurs sociaux qui vont directement répercuter cette baisse de budget sur leur budget de l'entretien des logements. Donc c'est aussi ça qu'on voit. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on arrive dans une situation où alors que la Fédération des bailleurs sociaux, l'USH, s'inquiétait déjà au mois de décembre du nombre de locataires qui étaient en impayés, c'est rien par rapport à ce qui arrive là avec les charges. Concrètement, voilà. Donc, par rapport à ça, il y a des mesurettes qui ont été prises à gauche, à droite, donc le bouclier tarifaire, comme Jean-Marc en parlait, qui a réduit un petit peu, le chèque énergie, il y a aussi au niveau de l'USH avec une déclinaison chez pas mal de bailleurs sociaux, des accords pour limiter un petit peu les procédures d'expulsion ou des enveloppes créées par rapport à ça. Bon, toutes ces choses-là, on les a vues quand on laisse uniquement les bailleurs un petit peu au cas par cas négocier avec les représentants des locataires, avec des associations, avec les locataires directement présents, négocier comme ça au cas par cas, bailleur par bailleur, des conventions, des chartes, etc. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le Covid. Oui. Donc on l'avait vu pendant le Covid, alors qu'on était beaucoup à demander un gel des loyers et des charges par rapport au Covid, parce que ça avait été fait pour les loyers des commerces.
donc on ne voyait pas pourquoi ce ne serait pas aussi pour les loyers des gens. Ça avait été laissé justement à la fédération des bailleurs et aux bailleurs de faire ces espèces de petites chartes. Résultat, 2 ans après, la fédération des bailleurs s'inquiète du nombre de locataires en impayés. Donc de là à faire un lien entre les deux, il serait peut-être temps de le faire. Donc clairement, ça ne peut pas être des choses qui peuvent être réglées de manière bailleur par bailleur. Il faut vraiment quelque chose qui se fasse au niveau général. Il faut vraiment quelque chose aussi qui prenne en compte le temps depuis lequel c'est le cas, parce qu'on parle des hausses de l'énergie, etc. assez récemment. Mais comme ça a été dit, certains bailleurs, Pleine Commune Habitat entre autres, ont pris de l'avance en augmentant les provisions pour charges depuis plus d'1 an maintenant. Donc donc il faut des mesures claires et qui prennent en compte ça depuis le début, surtout que, on le sait, il n'y a pas que les loyers et les charges qui augmentent, le coût de la vie augmente aussi. Donc aujourd'hui, tout le monde s'alarme déjà du nombre de locataires en situation d'impayés. On a des chiffres pour le logement social dans le privé, ça va être aussi une catastrophe, ça va être aussi dramatique. Tout augmente, l'essence augmente, etc., etc. À côté de ça, on a toute une série de mesures, de lois antisociales prises par le gouvernement. Là, dans 2 jours, il y a la réforme de l'assurance chômage qui passe, qui va faire très mal. Il y a... c'est pas dans 2 jours, c'est le 3 février, l'assurance chômage. Dans une semaine, il y a la loi Kasbarian-Berger qui va être discutée au Sénat. La loi Kasbarian-Berger, qu'est-ce qu'elle dit ? Si elle est validée en l'état tel que l'Assemblée l'a validée, elle dit qu'il y a 3 ans de prison pour les locataires qui se retrouvent avec un jugement d'expulsion, qui ne quittent pas leur logement à ce moment-là. Et elle dit aussi, cette loi, qu'un locataire ne peut bénéficier d'un étalement de sa dette pour éviter une expulsion que si, il est présent, si possible avec un avocat, quelqu'un qui connaisse un petit peu la loi devant le juge, et que 2, s'il a repris l'intégralité du paiement du loyer avant. Et voilà, on sait que ça représente une part vraiment minime des locataires. Donc là, on va assister à la criminalisation des locataires en impayés, et 2, une accélération des procédures d'expulsion. Voilà, donc ça c'est aussi à mettre en lien avec la question des charges, et il y a une mobilisation qui tourne. Samedi 28 à 14h à Bastille pour les Parisiens là-dessus. Juste pour vous dire quand même que concrètement, tout le monde a un peu dit les choses par rapport aux bailleurs sociaux, et elle parlait de l'USH, donc le global, l'union des associations locataires, pas des organismes HLM. Le problème majeur, c'est que depuis bien avant le Covid, mais avec le Covid et aujourd'hui, il y a des expulsions possibles qui vont s'aggraver. Ça monte en flèche. On va avoir un tas d'expulsions qui, même avant l'augmentation des charges et de l'énergie, sont là aujourd'hui. Les gens sont en procédure ou sont déjà prêts à être expulsés. Il y a un vrai problème de fond, c'est que, on parle de l'énergie, mais quand on est en logement social, on n'a pas la maîtrise de ce coût d'énergie. Parce qu'en fait, on a un chauffage collectif, on a un chauffage de l'eau collectif, et que le prix, il est négocié, on ne sait même pas comment il est négocié, et on n'a pas, nous, la main sur ce prix. Par contre, on a la main sur ce qu'on va payer. Voilà. Et ça, on n'a même pas la main de dire c'est trop cher. Donc, à un moment donné, juste, le bailleur social, il y a un vrai problème. Quand il négocie, il ne demande pas aux associations locataires et même aux locataires de faire avant une estimation de ce qu'ils pensent. Parce qu'ils prennent des opérateurs qu'on ne sait même pas où ils les prennent, les sociétés. Ça, c'est la première chose. Après, quand ils font ce qu'on appelle des... Moi, je suis sur Paris en bailleur social, je suis à Paris Habitat, je peux vous le dire. Quand ils font des plans climat, en fait, l'isolation, c'est du bidon. Il n'y a pas d'isolation. Parce que c'est tellement peu mal fait qu'en fait, la seule personne qui a pris l'argent pour le faire, c'est la société qui le fait. Et comme il y a 10 000 sous-traitants, en fait, à la sortie, le produit qu'ils ont mis pour isoler n'est pas bon et n'est pas fait correctement.
comme les arrangements qu'il y a autour. Donc il y a un problème manifeste d'aménagement des logements sociaux, d'entretien des logements sociaux, et derrière, le problème c'est qu'il y a les expulsions locatives. Nous on demande aux députés et à l'Assemblée, d'abord il y a la loi qui est en train de se passer là, que personne n'a arrêté, et l'USH n'a pas parlé là-dessus, et je trouve ça désolant qu'elle n'a pas parlé là-dessus, par rapport au danger d'expulser les gens parce qu'ils ne peuvent pas s'y maintenir, parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer. Et je ne comprends même pas qu'un organisme parce qu'on dit organisme social, ils ont, à une époque antérieure, avant-guerre, on va dire, presque, ils ont signé un accord de règlement du logement social, mais aujourd'hui, ça ne peut plus être du logement social, vu les prix. À Paris, le prix du logement PLAI est équivalent au plus, et bientôt il va être équivalent au PLS, en loyer. Donc, comment les gens peuvent payer? Les gens, ils arrivent à 1000 € par mois, comment ils peuvent payer dans du plus? Donc, à un moment donné, il faut juste arrêter ce processus-là et revenir aux bases. Et les bases, on revient à des lois agro-industrielles, comme la loi Kasbarian, on doit revenir aux bases par rapport au logement social pour permettre que les gens puissent être logés correctement, quelles que soient les conditions de ressources qu'ils ont. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut demander un gel du loyer parce que l'augmentation de 2 à 3% par mois, ce n'est pas possible pour les gens, plus les charges. Et il faut aussi un gel des expulsions locatives. Il faut refaire ce gel comme il a été fait pendant le Covid et il faut arrêter que les bailleurs, quand ils ont des difficultés ou quand ils ont de l'argent à récupérer, ils le récupèrent sur le dos des locataires. Parce qu'à un moment donné, s'ils ont envie de se bagarrer pour avoir moins cher, eh ben, ils vont voir l'État, ils vont voir les assemblées, mais ils ne vont pas nous voir nous. Parce que ce n'est pas à nous de payer ce qu'eux, ils ont mal négocié. Voilà, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a un problème majeur. Troisièmement, il y a un problème majeur. Les gens, ils payent un loyer et des charges. Et quand les gens sont expulsables, ils sont expulsables avec ces deux entités. Et souvent, les gens, ils sont prêts à payer leur loyer, mais des fois, les charges sont tellement fortes, comme disait la copine, 4 000 € par mois de dette, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut séparer les deux. Parce qu'à un moment donné, c'est trop facile. Parce que quand on parle d'une expulsion pour le loyer, on parle d'une expulsion pour le loyer et charges. Et pas pour le loyer simplement. Et que les gens, à un moment donné, eh ben, ils peuvent continuer à payer leur loyer et il faut obliger le bailleur à mettre à plat la situation pour remettre en cause les charges qu'ils ont à payer. Et diminuer. Voire, comme on dit, faire un vrai fonds national de l'USH, un fonds financier avec l'État, avec je ne sais pas qui, les collectivités, pour que ce fonds-là serve à résorber les charges que les gens auraient à payer. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas aux gens de payer les causes, ils ne sont pas maîtres des dépenses. Voilà. Alors moi, je voudrais rajouter au débat, je vais vous le dire très calmement, mais c'est juste en apparence, la colère gronde à l'intérieur. Je voudrais rajouter des éléments au débat. Pourquoi on vient vous voir et pourquoi il faut que ça passe par des lois. Un diagnostic a été fait sur les canalisations d'eau sur la région parisienne. S'il fallait toutes les remettre en état, après qu'elles aient été abandonnées pendant des années et des années, il y en a pour 150 ans. Donc, il faut absolument que, pour modifier ça, que ça passe par une loi. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que l'eau est gérée pour 130 communes en Île-de-France par le syndicat des eaux d'Île-de-France qui, sous couvert d'un service public, fonctionne un peu comme une entreprise privée et qui s'est offert comme délégataire Veolia, qui annonçait sur la dernière mandature municipale et territoriale des millions de profits, alors que bien des gens ont du mal à s'acquitter de leur consommation. C'est la deuxième raison. Et enfin, le problème, ces deux problèmes, le problème de l'eau et le problème des charges, sont éminemment politiques. C'est la grande raison pour laquelle on est là. La hausse des loyers
dans les organismes publics d'HLM, bien souvent rebaptisés OPAC. Sur la Seine-Saint-Denis, la hausse sur le territoire de pleine commune, c'est-à-dire l'ouest de la Seine-Saint-Denis, autour du Stade de France et un peu plus loin, dont le président du conseil territorial et le maire de Saint-Denis, augmente les loyers de son opérateur qui est Pleine Commune Habitat de 3,6% pour l'année 2023. C'est la plus forte hausse. Quand je dis c'est la plus forte hausse, je ne le mets pas forcément en exergue, puisqu'il y en a plein d'autres qui augmentent entre 3% et 3,5% derrière. C'est pour dire que c'est pour rappeler que le problème est éminemment politique. Voilà ce que je voulais rajouter au débat. Bon, d'abord vous remercier pour votre présence. Moi j'ai pris beaucoup de notes, c'est toujours des échanges qui sont très instructifs. J'ai retenu plein de choses, mais notamment une, je crois Nadine, c'est toi qui as eu la formulation, habitation à loyer modéré, ça ne veut pas dire habitant à droit modéré. Je trouve que c'est pas mal, parce que pas mal de sujets qui ont été abordés, ça peut se résumer de cette façon, c'est-à-dire les droits des locataires qui sont bafoués. Là où je partage aussi beaucoup ce qui a été dit, là je crois que c'est Marc et c'est toi qui le disais en dernier, énormément de ces questions, elles sont politiques et elles doivent passer par des lois. Ça c'est super important, on ne peut pas se contenter de dire de renvoyer les locataires vis-à-vis de leurs bailleurs en disant battez-vous, bon courage. On sait qu'un bailleur social ça peut être une énorme machine administrative qui écrase les gens, donc ce n'est pas un combat qui est équitable, vous avez besoin que la loi elle soit changée pour qu'elle vous donne de la force dans ces combats-là, et moi j'en suis très convaincu et c'est le boulot qu'on essaye de faire nous à l'Assemblée nationale. Je prends quelques sujets. L'augmentation des loyers, là, les 3,5-3,6%, bon, vous le savez sûrement, mais ça a été voté. En plus, c'est vraiment du foutage de gueule, passez-moi l'expression, c'était dans la loi pouvoir d'achat que le gouvernement a fait voter cet été. Donc, pour le pouvoir d'achat des gens, ils ont autorisé une augmentation des loyers de 3,5%. Moi, je me souviens très bien des débats dans l'hémicycle à ce moment-là. Bien sûr, on se battait contre. On avait des macronistes qui nous disaient « Non mais vous inquiétez pas, on autorise à augmenter de 3,5%, mais tout le monde ne le fera pas, les bailleurs sociaux seront responsables. » C'est exactement le discours qu'ils nous tenaient. Bon, malheureusement, on a la preuve que si c'est possible, ils l'ont fait, et que c'est 3,5% en plus pour beaucoup de monde. Donc là-dessus, nous, on va continuer la bataille, la revendication de « gel des loyers », on va la défendre dans la loi, on va se battre là-dessus. L'autre sujet, qui est celui des augmentations de charges, qui sont très importantes. Là, on a un vrai sujet sur l'augmentation des prix de l'énergie, et en fait, ce que Eric disait très bien en introduction, on paye aujourd'hui à un prix très fort l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie, qui maintenant a plus d'une dizaine d'années. Parce que la situation assez paradoxale, c'est que si vous avez un compteur individuel pour l'énergie, vous êtes encore dans les tarifs réglementés, et bon, c'est quand même plus 15% là, en ce début d'année, donc c'est déjà pas mal, mais c'est entre guillemets seulement plus 15%. Par contre, si vous êtes chez un bailleur social, c'est-à-dire un contrat collectif, là le bailleur social, il n'a pas accès aux tarifs réglementés, c'est les prix du marché, donc ça veut dire que c'est le chaos, tout le monde s'en met plein les poches, donc vous avez les fournisseurs d'énergie qui font des milliards de surprofits, et entre les deux, vous avez les bailleurs, dont moi j'ai bien pu le constater dans ma circonscription. Le bailleur social, vu qu'il n'est pas très clair sur combien va vraiment lui coûter l'énergie, vu qu'il n'est pas très clair sur combien le bouclier tarifaire du gouvernement va l'aider à compenser, dans le doute, qu'est-ce qu'il fait le bailleur social? Dans le doute, il met des charges très très hautes, parce qu'il se dit, vaut mieux que je fasse trop payer les locataires, et à la limite j'aurai à leur rendre à la fin de l'année, plutôt que l'inverse. En fait, ils font faire l'effort aux locataires pour payer l'incertitude, ce qui est évidemment quelque chose de pas acceptable. Je dis, moi j'ai eu l'exemple dans ma circonscription, parce que avec le maire de Trappes, Ali Rabé, on s'est engagé dans une bataille contre un bailleur social qui est Valoffice Habitat, et bon, on a réussi c'est pas une solution miracle, mais on a réussi à lui faire en gros diviser par 2 la hausse de charge qu'il avait annoncée en début d'année, en réussissant à lui faire admettre qu'il avait vu trop large. Et quand je dis on l'a obtenu, c'est pas en usant des gentils pourriers, c'est qu'en fait on a fait commencer une mobilisation de locataires avec les assos de locataires. On était à une pétition, il y avait plusieurs milliers de signatures à la pétition, donc le bailleur a compris qu'il y a un truc qui était en train de se passer, donc il a préféré réduire un peu l'augmentation de charges.
Mais ça, encore une fois, c'est des batailles qu'il faut, qu'on peut mener et qu'on a la responsabilité, enfin on a la responsabilité de vous aider là-dessus, mais ça ne suffit pas. La solution, c'est aussi la loi. Voilà. Et donc, là aussi, je vous le dis, on est plusieurs députés de la NUPES à avoir déposé une proposition de loi pour sortir l'énergie du marché et pour un retour aux tarifs réglementés pour tous les acteurs, y compris pour les bailleurs sociaux. Et ça, je pense que c'est ça la vraie solution, pour encore une fois pas avoir à se battre bailleur social par bailleur social, mais pour fixer des règles, pour qu'on sorte de ces prix délirants qui sont ceux du marché et qu'on revienne à des tarifs de l'énergie, de l'électricité et du gaz qui sont des tarifs réglementés et des tarifs bloqués. Voilà, là aussi la proposition de loi est déposée, on va se battre pour ça et on va peut-être dépasser les 2 minutes, mais juste pour finir sur un point de méthode. Nous, c'est très important les échanges qu'on a avec vous parce que ça nous permet que les propositions de loi qu'on dépose, les amendements qu'on porte, qu'ils soient pertinents, que ça colle à ce que vous revendiquez. Mais on ne vous cache pas une difficulté que je pense que vous connaissez, c'est qu'on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Hein, donc on bataille par la loi Kasbarian, j'en parle pas. Vous avez vu en première lecture, on s'est battu, Aurélien et moi, on était quelques-uns à mener la bataille là-dessus. On va le refaire en seconde lecture. On va se battre, mais nous structurellement la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale et qu'on a besoin d'appui à l'extérieur. C'est ça qui nous donne de la force et donc, entre guillemets, on est condamné à ça, enfin condamné, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce mot, c'est une bonne chose, c'est qu'on a besoin de travailler ensemble, parlementaires, associations de locataires, pour pousser dans le même sens. Voilà, donc on va continuer à essayer de faire le mieux possible. En tout cas, merci de tout ce que vous nous avez fourni. Ça serait bien qu'on se termine avec le fait de... Parce qu'il y a le boulot qu'on peut faire à l'Assemblée, mais tu viens de le dire, on est minoritaire. Donc, moi, je serais assez favorable à ce qu'on lance une campagne ensemble, voilà, qui est la campagne, dont le titre est là, gel des charges et des loyers, et avec une charte de revendication locataire dans laquelle notamment la question du tarif réglementé pour toutes et tous serait nécessaire. Donc voilà, je pense que ça, on pourrait aujourd'hui décider de ça, la proposer aux associations, aux autres groupes parlementaires, aux collectifs citoyens, etc. Bon, ça, c'est une chose. C'est le sujet de ce soir. Bon. Après, il y a un deuxième sujet, et je ne veux pas le contourner, qui a été évoqué, c'est toute la question de l'ANRU. Et toute la question de ce qu'on constate sur toutes nos circonscriptions. Ce qu'on constate dans toutes nos circonscriptions, c'est qu'il y a des destructions. Comme il y a des destructions, et que dans le même temps, toutes les villes, quasiment, de ces circonscriptions font moins de logements sociaux qu'avant, les gens qui ont leur immeuble détruit ne trouvent pas où habiter dans les villes qui sont concernées par les destructions. Et comme, donc ça c'est la première chose, j'allais dire, qui est absolument insupportable, donc qui devrait déjà nous faire opposer aux destructions dans le cadre de l'ANRU. Pour tout vous dire, j'ai entendu l'autre jour le président de la Caisse des dépôts dire qu'il était opposé à ça maintenant. Enfin, fort bien, parce que moi, ce que je veux dire, c'est que la Caisse des dépôts, comme vous savez, ça alimente pas mal, il ne devrait plus y avoir de destruction. Parce que les destructions derrière, c'est effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, derrière une politique de classe qui fait qu'on renvoie les gens soit dans la rue, soit en fait en réalité pas dans la rue, mais souvent beaucoup plus loin, toujours, en termes d'état d'urbain. Et la deuxième chose, c'est qu'on a tendance, ces destructions, on laisse les gens dans des situations, les maladies. Moi, je trouve que, j'agissais tout à l'heure, je suis plutôt du côté des locataires qui ça, mais je suis d'accord sur le fait que c'est quand même hallucinant la manière dont les bailleurs prennent ça. C'est-à-dire, on leur présente des situations qui sont, c'est Dickens, c'est Zola réunis, quoi, à tout niveau. Enfin, je ne veux pas en faire, vous l'avez mieux fait que moi. Et la réponse, moi, je trouve qu'il y a une deuxième chose, c'est que tant qu'une personne vit dans un de ces immeubles qui doit être détruit, eh bien, tous les services doivent être rendus. Comme si, ça c'est quelque chose qui devrait être mais exigeable par nous, par les maires, par tout ça. Et c'est pas ce qui se passe. Donc là aussi, ça, c'est une deuxième bataille qui me semble absolument nécessaire. Moi, je la mène dans la circonscription. Mais c'est vrai qu'on est un peu seul souvent, et avec le côté, moi je trouve parfois un peu je ne sais pas si vous le ressentez, c'est que tout le monde sent que le logement c'est la question numéro 1 dans le cirque. C'est la question numéro 1. Les gens viennent me voir essentiellement là-dessus. Et paradoxalement, on n'arrive pas à mobiliser au niveau de l'ampleur de cette question. Ça c'est une chose qui... alors il y a la même ça dit, il faut y aller sur... initié notamment par le DAL, mais je ne sais pas par quel bout prendre, je vous assure, hein, c'est une question qu'il faut qu'on se pose, comment on arrive à faire une mobilisation de masse par rapport à des choses qui sont juste insupportables à vivre. Voilà.
Je voulais juste poser ça, et peut-être qu'il faut lancer cette campagne et essayons de voir comment justement on peut arriver à en faire quelque chose de plus massif. Moi, il y a longtemps que je n'avais pas entendu dans l'ensemble de l'Assemblée nationale, il y a longtemps que je n'ai jamais vu dans l'ensemble de l'Assemblée nationale une réunion sur ce thème, sur la question de la hausse des loyers, sur la question de ce que vivent les locataires HLM. Et donc c'est important parce que ça veut dire qu'on est en train de repolitiser les choses. Dimanche, c'était les 16 ans de la mort de l'abbé Pierre. C'était 2007, janvier 2007, l'abbé Pierre meurt. C'était l'année aussi où il y avait les Don Quichotte sur le canal. C'était l'année aussi où on a fait voter le DALO. C'était un temps où les gens qui pensent qu'il faut se battre pour la question sociale considéraient que le logement était central. Et il y avait des mobilisations de masse, il y avait des choses qui à l'époque permettaient d'obtenir des résultats. Et c'est vrai, on est minoritaire à l'Assemblée nationale. Mais je crois aussi qu'il faut qu'on se demande pourquoi ce combat pour le droit au logement, finalement, il y a peut-être un petit peu perdu de sa centralité dans nos luttes, dans nos échanges. Et vraiment, ce qu'on est en train de vivre ce soir démontre qu'on en prend conscience et qu'il y a une urgence à agir. On ne va pas faire tout le film, ça fait des années que c'est un massacre en règle. La RLS a été terrible, on n'a plus de bailleurs de proximité. Je vois Michel Inger que je connais. Moi, je me rappelle à l'époque, on parlait du doublement du forfait charge des APL. On en est loin, hein. C'était Duflo qui avait promis ça il y a 10 ou 12 ans. Enfin, toutes ces revendications qui auraient pu permettre, par rapport au sujet ce soir, sur les charges, sur plein de choses, d'être un petit peu moins étranglées, elles ont été finalement mises de côté, abandonnées. Donc effectivement, travaillons sur une loi, très bien sur la loi qui a été proposée par les camarades sur l'énergie. Peut-être qu'il faudrait aussi se demander s'il n'y a pas une grande loi à faire sur le logement. Dans toutes nos niches parlementaires, j'ai pas vu le sujet émerger, que ce soit, si je dis ça, moi je suis député écolo, c'est aussi vrai pour nous, c'est vrai pour tout le monde. Peut-être qu'il y a une grande loi à faire là-dessus. Et demandons-nous effectivement comment on reprend la lutte, surtout pour le droit au logement, et comment on refait de ce sujet un combat central pour notre camp politique, mais enfin au-delà de ça, comment on remet ça finalement en avant dans la société, parce que moi j'ai l'impression que voilà, on voit les expulsions locatives exploser, on voit le nombre de sans-abri exploser, et tout ça mène à une forme de résignation. Plus personne ne se dit qu'on peut bouger ce sujet-là, alors que pourtant les solutions elles sont connues. Je ne vais pas y revenir, vous en avez évoqué plein ce soir. On pourrait tout à fait porter quelque chose de compact dans une campagne, peut-être dans une loi commune de la lutte, mais en tout cas, ça serait mon souhait. Merci. En tant que représentant, est-ce que vous avez la possibilité aussi, peut-être, de demander à ce que soit nommé un médiateur pour le logement social ? Au même titre que le médiateur de la consommation, au même titre que la médiatrice de la CAF. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le médiateur, quand il intervient, il va mettre son nez partout. Parce que le fait qu'il ne respecte pas la loi qui s'impose à eux fait qu'on peut enfin, je sais pas, faire un audit indépendant, faire quelque chose pour mettre le nez dans les comptes, en fait. Et voir si on n'est pas carrément dans du détournement de fonds publics. Parce qu'un bailleur qui ne respecte pas la convention APL, mais qui va percevoir des subventions au titre de cette convention, est-ce qu'il est dans le champ d'application du détournement de fonds publics ? Tout ça, vous avez ce poids-là. Nous, on vous fait la remontée, et je pense que vous avez un canal d'action que nous, on n'a pas, en fait. Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus. En posant la question principalement du relogement, des actions à mettre en place autour de ces problématiques en rue, mais en accent plutôt sur la question du relogement. Or, dans beaucoup de quartiers, la vraie question qui se pose autour de ces projets en rue, c'est la question même de la démolition de logements sociaux, parce que dans la très grande majorité des quartiers avec lesquels j'ai été en contact, il n'y a pas de problème de vétusté, il n'y a pas de problème de gestion des logements. C'est un problème foncier, c'est un problème économique, c'est un problème politique, c'est pas un problème de logement. Donc, D'accord, moi je m'oppose à la destruction. D'accord. Non, mais parce qu'en fait, vous l'avez abordé sous le prisme du relogement. Donc... À certains moments, malheureusement, le mal a commencé à être fait. On se retrouve dans des immeubles quasiment vides, parce que, je suis d'accord avec vous, il aurait fallu anticiper ça et s'y opposer. Mais pourquoi on a du mal à s'y opposer? C'est parce que sur le terrain, la plupart des gens, quand vous parlez avec eux, ils vous disent « Ah oui, mais c'est les pouvoirs publics qui décident, de toute façon c'est déjà fait, que peut-on faire ?» Et c'est exactement la même chose pour les charges.
C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, et on l'a abordé pendant les échanges, de la question de la proximité. Les pouvoirs publics se sont éloignés des usagers, des habitants, sur l'ensemble des sujets qu'on a abordés. Et donc, du coup, les habitants ne connaissent pas leurs droits, les habitants ne savent pas qu'ils peuvent s'opposer à ces décisions, et les habitants ne connaissent pas, parce qu'il n'existe pas, ou quasiment pas, de moyens d'action pour s'opposer à toutes ces décisions. Et c'est là où je pense que, pour le coup, le politique, votre soutien, le soutien des oppositions, est important pour pouvoir accompagner justement les oppositions un peu balbutiantes qui peuvent exister sur le terrain. Voilà. Merci. Je viens aussi du quartier populaire qui est chez Villarus. En bas d'être là aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai pas honte de raconter ma vie, j'ai connu le squat, je sais ce que c'est. Et mal logé, c'est pas une bonne chose. Parce que ça passe sur la vie aussi de nos enfants. Parce qu'on parle, mais on ne parle pas de la répercussion que ça a sur la vie des enfants. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, vous voyez, nos enfants s'entretuent parce que ça ne va pas. Les parents n'ont pas le moral, ils travaillent, ils n'ont pas beaucoup de salaire, 800 €, et l'homme me dira que oui, mais il y a la CAF, mais la CAF ne suffit pas. La CAF, si tu as 800 € que la CAF, tu as un loyer de peut-être 700 € que la CAF te prend 400 €, ou bien tu payes 400 €, sur 800 € va te rester quoi pour pouvoir éduquer les enfants, pour pouvoir t'en sortir. Donc, ce problème, je vois aujourd'hui que pour le logement, je vois qu'il y a une manifestation le 28. Ça, c'est une bonne chose. Mais la base, déjà, la discrimination que subissent les quartiers populaires, c'est énorme, c'est grave. C'est très grave. Et comme je dis, sur nos enfants aussi. Sur nos enfants. Parce que moi, je dis toujours, je prends l'exemple sur moi et je n'ai pas honte de prendre l'exemple sur moi. Mon fils qui a eu le bac, qui devait continuer ses études, parce qu'il cherche un patron pour pouvoir continuer ses études. Il n'a pas eu de patron, il a arrêté l'école parce que son école à l'époque coûtait 10 000 €. Et moi, étant femme de chambre, est-ce que je peux payer une école de 10 000 €? Mais aujourd'hui, l'enfant est à la maison parce qu'il n'a pas de travail. Et quand il postule, on ne le prend pas. Il n'a pas de boulot, avec 2 ans, il est sur ma charge. Vous voyez ce que ça fait, comment on appelle, la discrimination qu'on subit. Et moi, il faut que ça soit une colère, comme disait Eric. Il faut qu'on fasse des affiches pour faire du porte-à-porte, comme on fait les élections. Sensibiliser les parents, sensibiliser tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai été élu, je me suis dit que, peut-être que, c'est les gens, c'est les immigrés qui traversent ça. Oui, c'est vrai, mais il y a des Français de souche qui traversent cette situation. Tout le monde. Qui traversent cette situation. Donc, ils font leur politique. Voilà, moi je vois que la politique c'est de nous diviser, de ne pas qu'on s'organise. Voilà, donc il est temps qu'on s'unisse ensemble pour faire du porte-à-porte comme les élections, mobiliser les parents pour sortir déjà, pour demander que l'État finance d'abord pour nos enfants. Parce que ce sont des Français, ils sont nés en France, ils n'ont pas d'autres pays, ils ne savent pas où aller. Il faut qu'on se mobilise massivement, si on peut aller à la République chaque week-end, pour dire au gouvernement qu'il est temps qu'il nous écoute, parce que ici où nous sommes des Français, on n'a pas d'autre, on ne sait pas où aller, en fait, je vais dire. Donc la situation est grave. Là où il y a la pauvreté, là où il y a la misère, il y a des choses qui ne vont pas. Les enfants aujourd'hui, on dit non, c'est des drogués. Mais qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont des drogués? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont chercher de la drogue pour vendre, pour avoir de l'argent? Qu'est-ce qu'ils font? C'est la situation. Aujourd'hui, quand ça les arrive, on dit que c'est des sauvages. Non, c'est de fuir les responsabilités. Donc nous, en tant qu'élus, nous sommes là aussi pour vous soutenir dans ce que vous faites. On se bat au sein de l'hémicycle. On dénonce les choses. Comme a dit mon collègue, on n'a pas la majorité. On n'a pas la majorité. Donc, il faut qu'on s'organise. On est là pour vous soutenir, on va s'organiser, on va faire des affiches, du porte-à-porte, sensibiliser tout le monde. On a vu la réforme de la retraite, il y a eu de millions de personnes dans la rue. Nous, il faut qu'on sorte de millions de personnes dans la rue pour que le gouvernement puisse prendre les choses au sérieux. Sinon, les parler, les blablabla, ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. On va beau parler,
on va dire la loi, on va vous expliquer, ça ne va nulle part. C'est la manifestation qui font que les gens vont se décider de nous trouver des solutions. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et moi, je suis prête à voir les associations. J'ai déjà même parlé avec eux, surtout sur nos enfants. Elle m'a dit, oui, Rachel, parle aux parents. On va s'organiser, on va faire des tracts, on va faire du porte-à-porte, on va aller manifester. Vous allez voir, les choses vont bouger. Il faut nous écouter parce que, comme disait la dame, si on va dormir dans la rue, on fait comment? On va attendre le pire, ou on va s'entretenir avec nous parce que la pauvreté fait que tu peux voir ton ami en face pour lui faire du mal, croyant que c'est la personne qui te fait que tu souffres. Or, c'est le gouvernement qui protège les riches. On ne va pas se taire. La pauvreté fait augmenter la violence. En fait. Voilà, mais c'est ça. Aujourd'hui, les enfants, ils n'en peuvent plus, ils vont faire quoi? Ils vont aller voler, ils vont aller faire la drogue, ils vont aller faire ceci. Aujourd'hui, on les accuse, mais c'est la situation. Et nous, parents, on peut du sport. On peut mettre fin à ça en faisant le combat ensemble. Voilà. Et puis, l'union fait la force, ne l'oubliez pas. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose. On connaît tous cette phrase « Le ventre est encore fécond, d'où est sortie la bête immonde ». Je voulais rappeler, on a illustré le propos de Lanru par ce qui s'est passé au Franc-Moisin. Je voudrais juste rappeler qu'au départ, sur l'ensemble des Francs-Moisins, Lanru et ses effets destructeurs avaient été initiés par un mouvement à l'intérieur de la NUPES. On va lancer quelques minutes d'intention. On va lancer une campagne pour geler les loyers et geler les charges locatives. Parce que comme vous le savez, si on ne lance pas cette campagne maintenant, dans quelques temps, on sera tous à la rue. Et le but, c'est vraiment déjà de sauver ceux qui sont dans la rue. Donc ce ne sera pas possible. Ce sera possible. Excusez-moi. Ce ne sera pas possible qu'on soit tous dans la rue parce qu'on va tout faire pour lancer cette campagne. Et je pense qu'une manifestation est prévue du côté de Saint-Denis, mais on va relier d'autres villes pour pouvoir manifester auprès des bailleurs. Et lançons cette campagne pour... lançons le lancement pour revendiquer nos droits et le droit de loger dignement, honnêtement et le respect pour tous les locataires. Merci à vous. Juste, ça veut dire que tu envoies le... Parce que j'ai envie qu'on se termine sur quelque chose de concret, excusez-moi. Ce qu'on pourrait se dire, c'est toujours dans le souci du fait que c'est difficile de faire masse. Et notamment, ce que j'observe, c'est que aller se rassembler à Paris, des fois on le fait, mais tous aller se donner des coups de main dans les banlieues, on le fait moins. Les gens on pourrait imaginer, par exemple, que de l'appel du Franc-Moisin et de Saint-Denis, on en fasse quelque chose où on converge vers cet appel. On fait nombre. Et après, on va à d'autres endroits, etc. On pourrait prendre cette décision. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un lancement de campagne qui soit basé là-dessus, et on se donne rendez-vous sur cette manifestation tous, on essaye d'élargir, et après on essaye d'aller dans d'autres endroits pour faire pareil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est